Nous allons donc inviter comme modérateur le docteur Jonas Yahovi. S'il est là, il peut déjà passer sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous appelons Madame Mallory Luntadi. Madame Mallory Luntadi. Madame Mallory Luntadi, elle n'est pas encore là. Nous appelons Madame Linda Ikalakala Milimu. Si elle est là, voilà, merci beaucoup sous vos applaudissements. Nous appelons Dr Catherine Promis Bira, University Secretary de Saint Ignatius University de Kabale en Ouganda. Voilà, elle est là, merci. Nous appelons professeur Pius Mpiana. Il est le président du Conseil scientifique national de la République démocratique du Congo. Et nous terminons par docteur Zamoujo du centre Songhai au Bénin. Merci beaucoup. Voilà, nous laissons la parole au modérateur. Merci. Bonjour à tout le monde. Je pense que nous commençons une autre journée et nous espérons que comme hier, nous avons appris beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, nous sommes ici pour apprendre et ça va nous donner l'opportunité de voir comment changer les réalités de notre continent. Et pour ça, notre discussion ce matin sera sur le développement du capital humain et du talent et comment retenir ce talent-là pour le développement de ce continent. Nous savons très bien qu'un pays, un continent développé si nous n'avons pas le capital humain. C'est des hommes et des femmes qui développent un pays, un continent. On peut même les ressources, mais si on n'a pas les gens qualifiés, les gens compétents pour transformer ces ressources-là, on peut seulement se glorifier d'avoir les ressources, les regarder et sans rien avoir, sans transformer nos réalités. L'autre réalité de ce continent, c'est les défis du manque d'emploi, par exemple. Les difficultés de trouver du travail. Qu'est-ce qui cause ça? Qu'est-ce qui arrive à nos jeunes? Et qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Alors, pour analyser la situation et proposer des solutions, nous avons l'honneur ce matin d'avoir des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont travaillé dans différents domaines, soit dans le domaine académique, dans le gouvernement ou bien dans le secteur privé, des entrepreneurs, pour nous aider à comprendre ce qui se passe et nous proposer des pistes pour sortir de ce problème-là. Parce que nous avons évidemment besoin que ce continent change. Alors, je vais demander ma première question à nos panélistes, c'est de se présenter brièvement ce qu'ils font et comment est-ce que le travail qu'ils font est lié au développement du talent et du capital humain pour ce continent. Je vais commencer par Madame Linda. Good morning, everyone. My name is Linda Milimu. I am a founding partner of Cecilia Milimu Advocates. We are an advocates based. We are based in Nairobi, Kenya,
in Karen area. We focus mainly on employment and labor relations law. And therefore, I have 13 years experience in this and labor relations law. And I have been training institutions as well as government bodies on the same. I had a short stint of lecturing at resources, and so basically I am a lawyer in the people industry. Yes. Thank you. Merci. Okay. Go ahead. It's okay. The microphone. It's not. Thank you. Good morning, everybody. Good morning. I'm called Dr. Catherine Promise Bira. I serve as the university secretary at one of Uganda's youngest universities called St. Ignatius University, Kabale. It's a university that was founded on 3 philosophies. One is to deal with exclusion to higher education that so many people experience in Uganda because of the high cost. So we are a private university owned by the Catholic Diocese of Kabale, but which has the lowest fees in the country. The second aspect of its establishment is the need for skilling. As we shall hear throughout this panel, Africa has a problem with skilled resources. So our university at equipping students with skills for practical problem solving. And the third aspect is to deal with mindset change and the ethos and ethic of work that the young graduates come out with from the university. Thank you. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et plus Piana, Piana avec M, pas comme Séphorien avec P. C'est Piana. Je suis chimiste de formation à l'Université de Kinshasa, mais je suis président du Conseil scientifique national. C'est-à-dire je coordonne les instituts et centres de recherche des ceux qui ont suivi dernièrement les informations au ministère de la Recherche scientifique, nous avons organisé un forum sur les génies scientifiques congolais. Depuis l'année passée, nous avons demandé à tous les jeunes essentiellement qui ont des innovations, qui peuvent créer de l'emploi, de s'inscrire, et nous avons sélectionné les meilleurs que nous avons primés cette année. Et cette année, c'était la deuxième session de ce forum qui vient de se terminer le samedi passé. Nous avons primé ceux qui étaient retenus l'année passée. Donc je suis vraiment dans l'encadrement et la formation de la jeunesse, notamment dans l'innovation. Merci. Allez-y, professeur. Thank you very much. Just to balance up, I started by being, one of my dreams was to start a University of Technology in Africa, the Dominicans and the Jesuits. My name is Father Godfrey. I was working in one of the biggest universities in the world, University of California, as a professor. But that was the early 80s when I saw the big drought in Africa. From Ethiopia, all of this. I saw African children dying of starvation. That struck me. How can my continent of origin be suffered? What am I doing here in America? That's what pushed me. When I wanted to remember, we are the world, we are the people, Michael Jackson. The first thing was to go and raise funds to help Africans. But then my father told me,
What is wrong? If you feed a man today, you'll be forced to feed him tomorrow. But if you teach him how to fish, then take it. My father said no. The situation in Africa is so bad. There's no more fish in the lake. So just teaching people how to fish doesn't work. So it has to be radical. You must teach people how to grow fish before you teach them how to fish. This is the situation in Africa. That's why I came back to Africa to start a new revolution. The economic system is not working. It's a new business as usual is no longer possible. We have to change the economic system with a new paradigm so that Africa can be on its own. That is why I came back to Africa. Thank you. Ok. Nos panélistes se sont introduits. Vous êtes d'accord avec moi que nous allons avoir une conversation très riche. Je voulais qu'on commence d'abord par diagnostiquer le problème du développement de talent et du développement de capacités. Est-ce que nous avons les capacités qu'il faut pour changer ce pays? Pourquoi ce problème du sous-emploi? Pourquoi ce problème du manque d'emploi de nos jeunes? Pourquoi des milliers de nos jeunes ne trouvent pas à faire? Où est le problème? Est-ce que le problème c'est au niveau des jeunes? Est-ce que c'est un problème systémique, du système qui forme les jeunes? Je suis content que nos panélistes viennent de contextes différents. Il y a le Bénin, il y a le Congo, il y a l'Ouganda, il y a le Kenya. Alors, ma première question, dans votre contexte, comment est-ce que vous voyez les choses? Qu'est-ce qui fait qu'on a ce grand problème, ce grand défi de pauvreté et de manque d'emploi de nos jeunes? Je vais commencer par Madame Linda. Thank you very much. In the industry I am in, we deal with a lot of dispute. And so we find the problem of unemployment in Africa, because I want to take the Kenyan context and believe it happens, in the whole of the continent. Number one, we have been trained to be employees, but we have not been trained to create industries and create employment. Okay, so you have people coming out with the distinctions, very good grades, but trained on how to sit and take orders. And we have curtailed it from the time they are children, that if a child tries to innovate, you are beaten thoroughly, because you are spoiling or ruining or damaging things in the house. So you are forced to have a mindset that is a yes-no mindset, that has to stick within a box that has been pre-created during the colonial times. And because of that mindset, then even any idea that tries to come to your head, which will help innovate, you put it down so fast. You don't even have just the self-love or just the capacity to develop the thought in your head. This is from the time we are kids, and I believe this is something that goes for the whole of Africa. Study hard so that you can find a good job. And it is a welcome narrative for 30, 40 years ago, because at that time the colonialists needed workers, and we did not have, the freedom to do any different. And so our grandparents, that is how they knew and how they saw how to do things better. So number one, from the training all the way going up. But number two, honestly, Africa, we have an integrity problem. Ask anyone who is in business.
any individual in business, they will tell you the number one struggle they find in Africa is not necessarily competence, but integrity. So you find a worker with wonderful competence, master's degree and everything, but immediately they sit down, their first thought is, how can I get more? How can I swindle on this issue? So, to an extent, the problem with unemployment, to be honest, is mostly suffered by those who have proven not to have integrity. The workers with integrity, not only do they have they don't have an employment issue. In fact, they have a situation where many employers are running after them. And that is the problem with Africa. Yeah. Thank you. Merci pour ça. Vous avez nous avons toujours ce problème de micro. Vous avez pointé du doigt deux choses très importantes. La formation, le système qui forme les jeunes. La deuxième chose, la question de l'intégrité des gens qui vont sur le marché de l'emploi, les gens qui sont employés, il y a ce problème d'intégrité. Donc c'est ça comme quelqu'un qui forme, qui s'occupe du problème de l'emploi, c'est ce que vous voyez dans le contexte du Kenya. Donc il y a un problème de mentalité, de formation qui fait que on n'a pas le talent, on n'a pas les innovateurs qu'il faut. Je vais passer maintenant à Dr Catherine. Comment est-ce que vous voyez la situation du côté de l'Ouganda? Quel est le problème? Thank you very much. I want to start from before where she started. I would like to give a context so that we can contextualize my own analysis. First, by 2050, Africa shall be home to 1 billion children under the age of 18. Almost 40% of that demographic in the world shall be in Africa. 41% of the global number of children in 2019 in Africa were out of school. That is over 100 million out of school in 2019. 1 in 3 doesn't complete primary school. Only 41% of 2 out of school complete lower secondary, and only 23% complete upper secondary school. We have a deficit of teachers of 17 million required by 2030. That's the status in which we are operating as an education system. On gross enrollment in tertiary institutions in Africa, only Mauritius, which is at 39%, stands above the world median, which is 35%. The rest of us are doing very badly. And we know that tertiary education attainment is kind of the LCM, the basis for skilling. If you do not attain tertiary education, it's difficult to acquire digital skills and other skills that are required for the job market. So if we have exclusion right at that level, even those that manage to continue in the system, it is a system where I think there are maybe 4 problems, I would say. 1, we don't even have the data to help us understand what the problem is. That's the reality. If you looked for reasons for school dropout in many African countries, people don't know why we even have these statistics. So data with which to make informed decisions to improve our system is lacking. That is a fundamental problem. 2, I think we are not systemic. We tend to approach our education in silos, do not think about the structural implications. If we are talking about skilling, we are skilling for what?
Look at where our citizens are employed. They are in agriculture. 80% of them don't have basic education. When my university is talking about skilling, to what extent am I thinking about those 80% that cannot be captured by the formal school system? Are we addressing issues like that? Are we thinking about all the other supportive mechanisms that are required beyond education, the infrastructure, the training of teachers, the construction of schools, the facilitation of economics? All those are things we need to think about systemically and not to think about the sector as a silo. The third, for me, is I think we have detached our education from our indigeneity. To what extent is our philosophy of education born from our own realities and our own philosophies as Africans? I used to tell my students when I taught in Nairobi that I find it problematic that our indigenous knowledge systems are completely disregarded in the so-called modern way of looking at education advancement. A young German student will come to Uganda, for example, doing a research on pharmaceuticals. He will go to the village where my grandfather knows all the herbs that treat every disease. He will pick this information from my grandfather, he will publish it, and graduate as a professor of pharmacy. My grandfather, whose information was taken in whole and published, has no right to step in a Ugandan university to teach basics of pharmacy. We are not indigenous, we are not responsive to the issues that affect us, and fourth, the financing. Who is financing our education? All these programs that we come with, today every country is reforming its education system. Kenya, competency-based. Uganda is doing the same. After 5 years, we are going to change these systems. We need to know that time is a key resource to improve anything. We need to do it from our own perspectives, and we need to be able as Africans to finance, to sustain the outcomes and the processes. Thank you. Merci, Dr. Catherine. Vous avez donné une analyse détaillée, approfondie de cette situation en Ouganda. Et je voulais mentionner ce disconnect, si on peut le dire, manque de relation entre le contexte et l'éducation, c'est-à-dire une éducation qui est totalement déconnectée de la réalité des apprenants. Je pense que c'est un problème très important que vous avez soulevé. Je voulais maintenant passer au professeur Piana, grand chercheur, et vous avez de l'expérience dans le contexte du Congo. Quelle est votre analyse de la situation? Merci. Je vais dire d'abord que je suis d'accord avec mes prédécesseurs. Le premier problème, c'est notre éducation qui a été héritée de la colonisation, qui n'est pas adaptée à nos réalités. Ça, c'est un peu dans tous les pays africains, c'est ça. Mais il faut aussi dire que l'environnement dans lequel les jeunes grandissent, parfois les parents peuvent avoir déjà tracé pour son enfant, je veux qu'il soit médecin, je veux qu'il soit ingénieur, je veux qu'il soit économiste. Et les enfants sont conditionnés par ces schémas des parents, alors que les réalités changent. La situation actuelle, par exemple, qui nécessite qu'il y ait d'autres aptitudes pour résoudre les problèmes réels, mais les gens sont restés encore dans les anciennes filières, ainsi de suite. Et quand les enfants, les jeunes terminent, comme on l'a dit,
c'est d'abord chercher à être employé au lieu de chercher à créer de l'emploi. Mais il faut dire aussi que notre mentalité n'encourage pas ceux qui innovent, ceux qui créent les entreprises. Je donne un exemple. Un jeune qui termine, prenons qu'il soit médecin, il fait une polyclinique. Qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va remarquer dans la société? Quand la communauté, les parents ont l'argent, ils vont se faire soigner dans la polyclinique d'à côté. Mais quand ils n'ont pas d'argent, ils vont dans la polyclinique du frère. En réalité, c'est pour l'empêcher d'avancer. Quand quelqu'un a une pharmacie, toute la famille, quand ils ont l'argent, ils achètent dans la pharmacie à côté. Mais quand ils n'ont pas d'argent, ils disent « va dans la pharmacie de mon frère ». Et ça ne pousse pas les gens à entreprendre. Entreprendre aussi demande du courage, c'est un risque que normalement aussi nos communautés et les gouvernements devaient pousser les jeunes dans cette direction-là. Ce qui n'est pas toujours le cas. On n'encourage pas les jeunes à entreprendre. Et de l'autre côté aussi, le crédit est difficile. Soit quand il est disponible, c'est avec des taux d'intérêt trop élevés. Les jeunes qui n'ont pas de gages, par exemple, à présenter, ils n'ont pas des parcelles, des concessions à présenter, ils ont du mal à accéder au crédit. Donc, ce qu'il faut qu'il y ait un écosystème qui puisse permettre aux jeunes, quand ils sortent de l'université, de pouvoir développer leurs idées. Ça, ce n'est pas encore bien assis. Alors, dans la structure où moi je suis, c'est au ministère de la Recherche scientifique, nous avons donc, comme je le disais, organisé des concours pour voir les meilleures innovations. Et quand nous avons ces meilleures innovations, nous avons aidé ces jeunes à faire des plans d'affaires, les business plans, pour transformer ce qu'il a comme idée en entreprise. Et après cela, il faut maintenant que les milieux d'affaires mettent en contact les milieux d'affaires avec ces jeunes pour, par exemple, la co-création des entreprises. Donc, les jeunes peuvent avoir sa tête, une bonne idée, mais il peut avoir quelqu'un qui, lui, a les moyens, mais il n'a pas d'idée. Ils peuvent se mettre ensemble pour co-créer l'entreprise. Mais donc, les structures de l'État doivent aussi aller dans ce sens-là pour pousser les jeunes à créer, à prendre les risques de créer leur propre entreprise. Voilà un peu ce que je peux ajouter à ce qui a été dit. Merci. Je pense que ce que vous avez dit, c'est triste qu'on appuie. C'est triste. Ce micro a deux problèmes. C'est triste que nous n'appuyons, nous ne supportons pas l'innovation. C'est ce que vous avez mentionné. Et aussi le rôle des parents, c'est-à-dire que les parents poussent les enfants sur des chemins peut-être qui ne les intéressent pas. Et la question que je veux nous poser, quel est notre rôle dans ça, dans ce que nous voyons comme problème sur ce continent? Nous allons revenir, je sais qu'il y aura des questions, il y aura des commentaires plus tard. Maintenant, je vais me tourner vers le Dr Zamudjo, avec beaucoup d'expérience que vous avez. Vous avez voulu résoudre un problème. Et comment est-ce que vous voyez la situation du côté de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement du côté du Bénin, où vous travaillez pendant des années? Merci. Tout d'abord, ce n'est pas question du Bénin. C'est un phénomène mondial. On a fait ce qu'on appelle peace mills. Le problème est tellement grave. Ce n'est pas le petit bricolage qui va résoudre le problème. Ça, on traite les symptômes du chômage. Au lieu de traiter la racine, c'est ça, on bricole. Et ça devient plus en plus pire. Tu as le palu, au lieu de traiter avec Nevaquine et tout ça, tu prends l'aspirine. Ça, il faut se calmer. On appelle ça quick fix en anglais. Donc, c'est vraiment quelque chose systémique qu'on va vraiment voir. D'abord, pour l'Afrique, il y a deux problèmes. L'économie mondiale, trop libérale. C'est déjà des problèmes. Comme on a dit, it's running out of steam. C'est déjà un problème. Une petite minorité milliardaire continue à évoluer.
aujourd'hui, l'économie mondiale trop libérale cause énormément de problèmes aujourd'hui. En dessous de ça, où les gens sont déjà des avantages comparatifs, c'est déjà un problème en Amérique, en Inde, partout, c'est un problème. Même en Inde, partout, il y a tellement de poches de pauvreté continuent à monter partout. Avec le problème environnemental et tout ça. Donc, ça continue à s'aggraver. Pourquoi? Parce que nous avons un système de l'économie qui est déjà dysfonctionnel. Mais l'Afrique à l'intérieur est encore handicapée. Nous jouons un match aller. Donc, sans on joue, et comme le Congolais va jouer Arsenal, on va arrêter. Donc, il y a deux choses pour nous. On appelle ça double whopper pour nous en anglais. Le problème maintenant pour les Africains, arrête de copier bêtement. Il faut que les Africains développent un système économique qui nous convient. Les Européens sont ça, les Indiens sont ça, on va faire. C'est complexe d'infériorité. Il faut donc, pour moi, connaître ce qu'on appelle infrastructure sociale, une narrative, une imaginaire du développement. On n'a pas ça. On court à gauche, à droite. Aujourd'hui, nous sommes en Chine. Demain, on est en Europe, on est en Amérique aujourd'hui. Copier bêtement. Africans, we haven't grown up yet. On n'a pas encore grandi. C'est ça fondamentalement. Si on continue à jouer, on ne peut pas. Donc pour nous, il faut avoir une vision du développement authentique. Ma prof Gabriel disait hier là, l'élection de Berlin Conference. L'Afrique est la dernière frontière envahie par cette économie vraiment sauvage. Il faut résister. On est presque envahi par eux. Il faut résister à tout ça. Donc, il faut nous-mêmes créer une imaginaire infrastructure sociale, c'est-à-dire les formations, c'est-à-dire développer les ressources humaines. D'abord, qu'ils ont une vision vraiment, une vision économique extraordinaire, une vision sociale, un projet social africain qui prend en compte notre réalité. C'est ça la base. Donc, créer un système donc, de production où les jeunes, c'est-à-dire lié avec le système éducatif, où les jeunes participent à cette création de nouveaux systèmes de production, système économique, système de formation des infrastructures sociales, c'est-à-dire les ressources humaines, combinées. C'est ça qu'on va combiner, les deux systèmes, c'est la magie, vous voyez. Donc, nous avons donc pour nous maintenant, on ne peut pas continuer à former les jeunes dans un système passé et se plaindre qu'il y a des chômages. Il faut d'abord que la formation soit rentrée dans cette évolution d'un nouveau. Former les gens qui vont gérer les animateurs de nouvelle économie, c'est ça la finalité de la formation. Former une masse critique de jeunes qui vont être actifs dans un nouveau système économique aligné à la réalité africaine aujourd'hui. C'est ça. Donc pour moi, mon frère, c'est systémique. Et donc avant de finir maintenant, je sais que tu as peur. Avant de finir, donc, au niveau de pauvreté, c'est quoi? Pauvreté n'est pas comme il n'a pas l'argent dans la poche. Pauvreté, il faut parler de la logique de pauvreté, surtout en Afrique. L'incapacité des Africains de voir les possibilités qui existent en Afrique, les capitales environnementales, les capitales humaines existants. Comment on va les capitaliser? Il faut maîtriser tous ces capitales, surtout environnementales. Maîtriser, comprendre ça. Et capacité de le canaliser pour créer des biens et services qui correspondent à nos besoins et désirs. C'est ça le nouveau mouvement de création. On ne peut pas créer l'emploi qu'il n'y a pas la création de la richesse. Et la création de ça dépend de notre capacité technique de comprendre la réalité, canaliser ça et créer un mouvement de jeunes et tout le monde. Donc, il y a une évolution, un nouvel écosystème où on crée et la richesse et la pauvreté en même temps. Voilà, c'est quelque chose de systémique. Merci. 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 Je vais vous revenir plus tard. Mais maintenant, je veux poser une question au professeur Piana et aussi la même question à Dr Catherine. Le problème est grave. Et Dr Zamoujo l'a dit, c'est-à-dire on a tendance à trop copier et on a tendance à bricoler. Et on ne fixe pas le système. Ce que vous tous vous avez dit, c'est que le système ne marche pas. C'est un problème systémique.
Donc, il faut vraiment corriger le système. Alors, ma question, quelle est la formule qu'il faut pour que les choses marchent? Et je vais appeler ça le code qui va résoudre ce problème-là. Donc, de votre expérience, qu'est-ce qu'il faut faire différemment? Bon, pour les universitaires, à part la formation, la recherche, il y a les services à la communauté. Mais la communauté, il faut d'abord déterminer quels sont les besoins réels de la communauté. Et quand il y a des besoins réels de la communauté, il faut trouver les moyens de résoudre ces problèmes par une formation. C'est-à-dire que si les besoins sont dans l'agriculture, par exemple, il faudrait que notre formation soit tournée vers ce type d'agriculture. Vous allez remarquer, par exemple, je prends les cas de la RDC, premier producteur du cobalt, producteur du cuivre, mais vous allez trouver rarement des filières sur la formation, sur la transformation du cobalt, sur la transformation du cuivre. Mais on fait les études, par exemple, des polytechniques, comme on les fait en France, comme on les fait en Belgique. Et ces choses manquent. Et il faut aussi être apte au changement. On a tendance à ne pas changer facilement, à ne pas dire que nous voulons prendre cette direction et avancer. On a du mal à accepter les changements. Or, il est impérieux qu'on puisse voir les réalités actuelles. Je prends un autre petit exemple. Aujourd'hui, nous avons tous les téléphones portables. Ici, en RDC, je ne vois pas une école où on forme les gens à réparer les téléphones. On est resté sur la mécanique électronique, on est resté sur... C'est un peu ça, on a difficile à adapter aux réalités de la société. Et toute notre formation, c'est comme ça. Donc, il nous faudrait regarder quels sont nos problèmes, comment les faire. Quand même, on forme les agronomes. Les agronomes voudraient bien rester dans les bureaux en ville. Donc, c'est ça. Donc, coller notre formation à la réalité. Et les dirigeants, les gouvernants doivent prendre le courage pour aller dans ce sens. Parce que, comme je venais de dire, les gens ne sont pas aptes à accepter les choses. Voilà. Il faut connecter la formation à la réalité, au contexte. C'est intéressant ce que vous dites, par exemple, si vous avez une région qui a de l'or, du cobalt, tout ça, là, pourquoi on ne forme pas les techniciens dans ce contexte-là à pouvoir exploiter ces ressources-là? Comment se fait-il qu'on forme des gens en agriculture et qui passent tout le temps au bureau? Je ne sais pas si au bureau, on cultive dans nos bureaux, je ne sais pas. Donc, c'est des choses, c'est-à-dire, c'est des choses qui doivent nous faire penser et qu'on doit fondamentalement changer. Si je peux le dire, il faut vraiment une révolution. En vous écoutant, je me dis, ce qu'il faut pour changer ces choses, c'est vraiment une révolution. Docteur Catherine, quelle sera la formule qui va changer les choses? Comment est-ce que vous voyez ça? Vous êtes dans une université, vous formez les jeunes. Est-ce que vous contribuez au problème ou vous avez trouvé la formule pour changer les choses? Thank you very much. I think with the context that has been explained, it's hard to claim that you have the formula to change things. But I think we have spent time diagnosing the problem, and there are steps that we could make towards solving it. One of the things that has also very well been raised by Professor is on the idea of our thought process, how we think, how we make meaning of the purpose of education. We tend to be drawn towards what we think are prestigious jobs. That's why a parent says, I'm proud to say my daughter is a lawyer, my daughter is an engineer. They don't even care whether we are going to make good lawyers or good engineers. So the first thing is to deal with the mindset. These students that come to our university, I will give a very basic example. One of the things we talk about at St. Ignatius
is the idea of being hands-on. Recently, we had our inauguration of the university, and after the inauguration, the campus was very dirty. Lots of plastics and everything. I thought that as a hands-on university, the best thing to do is mobilize the students. Tell them, look, this is our campus. It's our responsibility to brand it the way we want. Let's move around and clean it up. But a colleague of mine said, no, let's go and hire a casual laborer and pay him to clean the campus. Now, it sounds like a very basic example, but that right there is where our problem is. We say one thing, do the other. We miss out on the opportunities to change the psyche of people and how they think about work and the value of being productive. So within our education system, we should stop focusing on just giving people technical competencies, but think about how we are tuning the minds and mindsets. The second one, related to the idea of integrity, the financial education that we give. What are we teaching our students about responsible earning, responsible borrowing, responsible saving, responsible investing? The idea of I want to get rich quickly is because we do not understand how earning works. We don't understand that you work to earn. So those things to do with thinking about mindset are very important to incorporate in our education. The third, I think we need to equip our students with transferable skills. Skills that if I cannot get a space of production within the agriculture sector, I can go to industry, I can go to services. I think that is where probably the Indians have done it well, you know. He can market across sectors. You have technical skills that can be deployed across sectors. So focusing on transferable skills is one thing I think that would also get us closer to solving the problem. He mentioned the linkage with the community to know what the problems are, where the need is. You know that 80% of our employment is in the informal sector. And we cannot continue to pretend that that sector does not exist. We have to find a way of skilling the people in that sector and linking what we do as research in our education institutions to respond to practical needs on the ground. Then long-range thinking. We all talk about the demographics of this continent. But if we were challenged on how much we are planning in view of these demographics, I think we would fail the test. So let us stop being short-range thinkers, think from a long-range perspective. The two last ones, training. You cannot give what you don't have. What is the quality of our we are going to make education more inclusive and ensure children stay in school. But those that are skilling them also need training in transformative pedagogies, in digital skilling and things like that. And the last one is to also be sector specific as we look at the problems of employment. Where are our people? How are the sectors working? Which sector needs which skills, related also to what he said. There are many things. Yesterday we heard about solar and how we can use solar. But if you ask people how many technical people are there to repair my solar system after I have installed it, they are hardly there. So we need to think about this very systemically and understand that it's not just a problem in a sector, it's a structural economic problem that we need to be radical about. Thank you. Très intéressant. Des solutions concrètes. Je me pose la question, est-ce qu'il y a des universités ou des centres de formation qui forment au changement de mentalité? Parce que vous avez beaucoup
parlé du changement de mentalité et vous avez parlé des professeurs, par exemple, les enseignants, ceux qui forment nos jeunes. Et si le problème se trouve à ce niveau-là, si eux-mêmes ont ce problème-là de mentalité, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Je pense que là aussi, c'est un autre défi qu'il faut résoudre. Est-ce qu'on investit assez pour développer la capacité de nos professeurs, de nos enseignants à déployer des pédagogies innovantes pour enseigner nos jeunes? Nous cherchons des solutions. Et je pense qu'il y a des modèles qui marchent. Alors, je voulais poser la question à Dr. Zamudjo. Vous avez travaillé beaucoup d'années. Vous avez développé un modèle. Donc, c'est un modèle qui a fonctionné et je crois qu'il a son succès. Selon vous, quels sont les modèles que nous devons embrasser pour commencer ou bien faire avancer cette révolution-là qui va transformer ce continent? Merci. Oui. Ça va? Ouais. Ok, ça va. Merci mon frère. Donc, il faut qu'on commence à chercher des solutions vraiment viables. J'appelle ça âge de Noël. Créer un espace. Parce que le piste d'atterrissage du développement, c'est des communes, c'est des espaces donnés. Espace intégré où tous les problèmes sont liés. Au niveau du changement de mentalité, l'éducation, la production au même endroit. Songhai n'est pas un projet agricole, mais un projet de société. Un espace de déconstruction et reconstruction pour développer un autre système de production durable. C'est ça qui va sonner comme un laboratoire. On va prendre ça maintenant. Hier, là, on avait fait avec la province, n'est-ce pas? Il y a une province ici, comme un exemple de piste d'atterrissage. Physiquement, espace, où je vais donner quelques composantes innovatrices. Composantes de changement de mentalité. Change vraiment la manière qu'on se voit au niveau du comportemental. Il a parlé tout à l'heure, comportement, mais la vision du monde, le comportement. Espace de technologie, qu'on développe des technologies alignées avec ça. On doit construire les technologies et la vision pour développer l'espace de production. Les trois pieds deviennent l'espace de formation, l'autre manière. C'est-à-dire, après première piste, c'est nouvelle vision, nouvel comportement, nouvelle culture, technologie, production, ça devient des piliers de nouvelle formation pour former une masse critique des jeunes alignés avec ce nouveau mouvement. Ça, c'est critique. C'est des nouvelles universités. Il faut que les universités commencent comme ça, où la biologie, la mathématique, ensemble, l'énergie, ensemble, dans un espace du cercle. Ça devient des espaces d'incubation d'un nouveau monde. Ne laissez pas partout. Ça devient des communes rurales vertes, des communes nouvelles. Courageux, il faut qu'on pense aujourd'hui. Imagine qu'on peut multiplier ça dans chaque commune, il y a 2 ou 3. Ça passe. Au lieu de commencer à bavader, blablabla, on bavade trop. Une conférence comme ça devient, on appelle ça en anglais, on talk and talk. On s'agrée, on bavade, on finit. Il faut vraiment commencer à atterrir ça sur des espaces donnés, des nouveaux projets, Renaissance africaine, qu'on commence à développer. Il y a une dizaine. On va commencer à copier ça. D'ici 2 ans, ça va exploser. Donc pour moi, c'est cette solution aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. J'espère que cette conférence ne sera pas un autre moment de parler sans avoir des solutions concrètes, je pense. Ce que vous avez dit, c'est très important. Il faut aussi dépasser cette mentalité-là que l'éducation, c'est seulement dans les salles de classe. Ça je crois que c'est un danger. C'est-à-dire, ce que vous proposez comme modèle, c'est que l'éducation, ça doit se passer dans un espace. C'est-à-dire qu'il y a la communauté, il y a la société, donc il y a ce lien direct là. Donc les salles de classe, c'est seulement un petit endroit, mais ça doit être au-delà de ça. Donc il y a ce modèle-là que vous proposez. Vous voulez ajouter quelque chose? J'ai parlé 4 composantes. Ouais. Dernier, c'est comme des services. Il faut qu'on a formé des milliers de gens. Il faut les combiner avec les réseautages, financement partout, les lier ensemble. Ça va comme ça. Ce n'est pas former les gens, les jeter.
des 5 composants de communauté de services, tout le monde, l'université qui venait, il faut les organiser en mouvement ensemble. C'est ça que l'Afrique va décoller. L'Afrique serait vraiment au volant demain. Voilà. L'Afrique doit être au volant. Voilà. Madame Linda. Madame Linda, quelle est votre expérience? Vous êtes là, vous travaillez avec les industries et tout ça là. Quels sont les modèles que vous avez vus qui commencent par donner des résultats? Qu'on peut peut-être on peut apprendre de ces modèles-là. Well, thank you. Yes. What I have, the industries, let me put it in the Kenyan context, and you will understand why that is my basis. 50% of the economy in Kenya is run by the Asian community. 50%. So what makes it work? And that is what we are trying to discuss here. In my experience, I have come to learn the place of mentorship. Let me give you an example. We have the Asian communities here. They will tell you they sat under their fathers in these industries long before they graduated university. Okay? So this is someone who has been trained and has experience in speaking to kings and how to maintain servants, negotiating on how to get the best deal, how to maximize on profits, and all of that before they finish university. Okay? Now, let's compare these two. You have a Harvard graduate, okay, who has finished university, passed. And you have another Harvard graduate of the Asian community who has passed just like you, okay? But this other Harvard graduate began, whatever they were learning in school was just theory of what they already know. So this is someone who is graduating with 15 years experience. Yet there's this one who's just graduating and wanting to go into entry level. You have someone who is graduating, but by the time they are graduating, they are thinking CEO level. They are thinking, you know, these are the people who are going into industries and looking at structures from, you know, the top down. These are people who are coming up with solutions for companies, and you have someone who is coming up with entry-level training. That's what I have learned in this industry, because majority of my clients are these Asians. Are you able to replicate yourself into someone else so much so that even if you are not there, you are assured where you send this person, they will think like you, they will talk like you, they will negotiate like you. To an extent, you are so free to be able to just feed into them. The beauty of that is this. Where this person that you have fed into starts from is where your end is. So you are a foundation for them. They look at you as a foundation from which they grow further up. Now replicate that over and over and over and over, and you have 50% of the economy running. That is in this room. I challenge you. If you are here and you know there is no one you have replicated into, then you are part of the problem. If there's no one who thinks like you, speaks like you, can negotiate like you, you can sleep for 3 months and wake up and are assured this person has represented you 100%, you are part of the problem. That's that. Now you are putting me into crisis. Because I don't know whether I've replicated myself. That's very interesting, the point. C'est très intéressant ce que vous avez dit sur le point du mentorat. Je pense qu'on doit pouvoir... il y a quelque chose qu'on a perdu, le sens d'apprentissage. Je pense que ça a été une tradition en Afrique où quelqu'un a sous
son autorité des enfants, des jeunes, et après un moment, il forme ces jeunes-là à devenir des gens indépendants qui vont faire la même chose que ce qu'il a fait. Aujourd'hui, quand on parle d'apprentissage, on pense que c'est des gens qui n'ont pas réussi, qui ont échoué dans la société, qui font l'apprentissage. C'est quelque chose qui me dérange un peu. Quand je grandissais, on nous disait quelque chose. Ça ne suffit pas d'aller à l'école, d'avoir les connaissances modernes et d'oublier les connaissances de la société, de la maison. Donc tu peux avoir ton master, ton doctorat, tout ça là, mais si tu n'as pas la connaissance de la maison, il y a quelque chose qui te manque. Je pense qu'on a perdu aussi du savoir de la société, de la maison. Donc c'est très important. Comment est-ce qu'on peut amener ça dans nos systèmes éducatifs? Et donc je pense que c'est des points très importants pour nous qui voulons changer ce continent. Je pense que je veux donner aussi la parole à nos participants pour poser des questions. J'ai posé trop de questions. Maintenant, je donne la chance si des gens ont des questions ou des commentaires. Mais il faut aller directement au but. Si vous voulez faire un commentaire, prenez 1 minute, pas plus. Si vous voulez poser des questions, ne commencez pas de la Genèse jusqu'à la Révélation. Allez directement au but. Merci. Symphorien Piana, directeur de Agromwinda. Tout ce que j'avais dit hier, c'était que tout ce qu'on a fait jusque-là ne marche plus. Et à entendre parler tous les 4, ils confirment que ça ne marche plus. Ma question à vous 4, pour le sommet 2025, qu'est-ce qu'on peut faire ici et maintenant, dans les 9 mois qui viennent, qu'on pourra venir présenter comme fruit du projet pour 2025? Ouais, on prend 3 questions. Ouais. A comment-like question. Thank you. Hobbs Chicha speaking. Peace building and humanitarian protection professional. In the context of people on the move, because the situation in Africa is that we have so many people on the move, deliberately or forced. The skills training that we have sometimes do not equip those on the move to be able to use those skills where they move to. I wish the skills for the youth can say, if I get displaced from DRC, I can still work in Kenya. What is lacking? Are we really addressing the real issue? That is also not addressing the needs, but beyond the needs, looking at the humanitarian situation, the resilience issue, the humanitarian peace development continuum, so that we don't just talk about the needs, but also the long-term thinking that was raised. So that's my comment and a question. Are we really addressing the real issue? Because if it is about what, do we have the institution for training? Yes. Do we have the people to train? Yes. Do we know the problems? Yes. And what is the way forward? Thank you. Thank you, the panelists. I'm Father Eric Wanyonyi Simiu from South Sudan, a Jesuit. My question is, I did agriculture many years ago as a student before I became a Jesuit.
But one of the things I've realized, the professors, you have talked very well, but there's a challenge in curriculum development. As professors, my observation is they copy and paste the curriculums. So how are you solving this problem of curriculum development at the university level and at a national level? Each country has an education department, but unfortunately, the curriculum that are developed to train the young people who go to the market, it's just copy and paste. That's my own experience. I teach in South Sudan in one of the Catholic campuses that is coming up. I see that. And I challenge that, and I say, no, we are not helping our people. So the issue of curriculum development, as professors, how would you solve this problem? Saje Rutakaza, Director of the Sage Entrepreneurs Academy. J'ai une question à Dr Zamudjo. C'est une question un peu provocante, mais je m'aimerais savoir, depuis que vous aviez créé le centre Songhai, avez-vous un jour reçu un soutien financier auprès d'une personne ou bien d'une institution en provenance de l'Afrique? Ça, c'est ma préoccupation. Ma deuxième préoccupation, c'est juste en forme de commentaire. On a tout énuméré, on a tout évoqué, mais moi, je pense que les thèmes concernent le jeune, la jeunesse, l'éducation et la création d'emplois. Mais par une grande surprise, moi, en tant que jeune, ce que je sache, c'est que la jeunesse africaine n'a pas besoin d'une autre forme de formation pour changer. La jeunesse africaine n'a pas besoin d'une autre forme d'éducation pour développer l'Afrique. Au contraire, dans vos présentations, il y a un défi majeur que vous n'aviez pas évoqué, la réforme dans les systèmes politiques et diplomatiques de l'Afrique. Nous sommes en train d'expérimenter beaucoup de défis où toute chose en Afrique en ce moment se tourne contre l'Africain. Et les jeunes en souffrent beaucoup, surtout les jeunes innovateurs et les jeunes entrepreneurs. Imaginez-vous que serait l'Afrique en 2050 tant qu'il n'y a pas un système africain capable de soutenir un Africain dans l'Afrique. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est la réforme politique. La fois dernière, nous avions entendu, nous sommes au courant combien les investisseurs africains dans l'Afrique souffrent au faveur des investisseurs étrangers. Donc, au Nigeria, nous avions entendu le problème de Dangote dans l'exploitation du pétrole. Comment le président lui-même favorise l'étranger au détriment de son propre investisseur et de son propre enfant. Qu'en est-il de moi, comme un petit entrepreneur, un jeune qui a l'innovation dans mon petit coin, dans mon village, où je n'ai même pas assez de moyens et puis venir faire le lobbying? Qui je suis? Rien ne change. Donc la réforme dans les systèmes politiques et diplomatiques vient au premier plan s'il faut faire développer les jeunes entrepreneurs. Je ne parle pas de vieux parce que le thème c'est pour les jeunes, l'éducation et l'employabilité. Dernièrement, je pense que ça va. Vous avez déjà pris plus de 2 minutes. Il faut résumer ça rapidement. Ouais. Oui, je suis en train d'atterrir. La dernière préoccupation, c'est concernant Dr Catherine. Moi-même, je participais dans le programme. L'Ouganda, actuellement, le gouvernement ougandais a un programme national de changement de mentalité. C'est un programme approprié au gouvernement, là où le gouvernement lui-même amène des experts pour éduquer un changement de mentalité les jeunes dans leur propre village.
Maintenant, si on parle de changement de mentalité, qui soutient et qui amène l'expertise dans le programme de changement de mentalité en Afrique? Merci. On prend une autre question et on laisse la chance au panel de répondre. Merci beaucoup. Moi, c'est Isaac Bougueri, je viens de Goma et je suis le coordonnateur d'Ashoka en RDC. Alors, ma première question, c'est au père de Shanghai Center. Combien vous a coûté pour réaliser ce que vous avez déjà réalisé? Et combien a été le soutien en provenance de l'Afrique? C'est la même question, mais moi, je veux réellement les chiffres. Oui, parce que c'est grand. Nous voulons vraiment comprendre l'historique financier. Deuxièmement, c'est sur l'aspect du processus. Quand vous enregistrez l'entreprise ici chez nous en RDC, vous pouvez savoir que le guichet unique ne fonctionne plus. Parce que tout ce que tu devrais avoir au sein du guichet unique, on vous envoie encore d'aller chercher le numéro d'impôt. Et là, ma question s'adresse à notre professeur de l'Université de Kinshasa. Comment expliquer ces choses que le gouvernement met en place ne travaillent pas? Et si oui, vous êtes dans la recherche, nous avons des minéraux. Pourquoi on ne transforme pas nos minéraux ici? Où est le problème? Et si l'éducation est réelle, pourquoi on n'exploite pas nos ressources, les transformer et exporter? Mais aussi nous voulons agrandir notre économie. La question c'est toujours au professeur. Comment est-ce que nous pouvons agrandir l'économie tant qu'on n'exporte pas, on ne produit pas? Est-ce qu'on doit exporter juste les minéraux jusqu'à quand? On ne peut pas juste se dire, maintenant nous décidons, 2025, nous serons les premiers producteurs du piment et nous pouvons exporter à 5 ou 10 pays. Où est le mal? Quel est le problème? Pourquoi on n'exporte pas? Et ma dernière question, c'est sur la réussite de notre papa, Songhai. Combien était la contribution communautaire? Merci. Merci. Je vais maintenant donner la chance à nos panélistes de répondre aux questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous attendez du prochain chemin? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment en attendant le prochain chemin? Et il y a d'autres questions qui sont adressées à de différents panélistes. Donc, on peut commencer avec le père Zamudjo. Hello. Merci bien. Donc, je vais encore répondre aussi à ça. Mais premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment bien. Il faut atterrir toutes les discussions sur un espace donné. La meilleure manière de comprendre les choses, c'est de les fabriquer. En essayant de le fabriquer, on va trouver les vrais problèmes. Ça, c'est important. Donc, il faut que ce soit l'espace communautaire donné où tout sera mis ensemble. Donc, ma première question, c'est vraiment créer ces espaces d'atterrissage de cette idée sur des communautés où on va intégrer tous les aspects qu'on a parlé aujourd'hui, depuis le changement de mentalité, développement de la technologie, comportement tabac, au niveau de ça. Surtout au niveau de l'apprentissage, qu'on a parlé de tout ça. On a parlé au niveau de l'Afrique de l'Est, mais au Nigeria, ou Afrique de l'Ouest, les Ibo, après la guerre, c'est équivalent de $10. Aujourd'hui, ils sont les plus riches en Afrique, au niveau d'apprentissage. Donc, ça existe en Afrique. Les communautés Ibo partout. Iceland va voir partout. Les mêmes choses. Donc, c'est dès que ça existe en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Il faut aller puiser, voir ce qui se passe, pour vraiment voir ce que les Africains sont plus système d'apprentissage. Ce n'est pas vraiment, c'est-à-dire, après l'apprentissage, ils dégagent, ils installent avec de l'argent. Ce n'est pas former et laisser. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'on va utiliser pour construire de nouveaux espaces, de nouvelles communautés africaines. C'est-à-dire, on va lancer un nouveau projet socio-économique africain aujourd'hui avec tout ça. C'est ça que je... Concrètement, Agro-Vient a déjà commencé à le faire, ce que vous faites déjà, Symphorienne, ce que vous faites déjà, c'est ça déjà. Avec la province que vous avez commencé, des espaces donnés, créés, on va apprendre en le faisant. Donc tous les éléments, au lieu de le parler, disperser, tout. Ce qu'on a fait maintenant, tout le monde prend les idées. Il y a deux mondes qui sont en compétition, la nouvelle économie et l'ancienne. On va donner les skills aux gens
Ils vont rentrer dans l'économie moribonde. Mais il faut diriger les jeunes là, former de nouveaux espaces économiques. Donc, il y a cette compétition. Donc, il faut que vous soyez, par exemple, Symphorienne, commence à construire ces espaces. De plus en plus, ils deviennent dominants. Ils sont minoritaires. Parce que vous formez les gens, ils vont être aspirés par l'autre économie qui nous tue. Il faut vraiment qu'on soit... Ça nous coûte cher. Il faut vraiment changer tout ça. Donc, ce que j'ai vraiment fait, il faut ce nouvel espace concret, surtout dans les universités. Ce n'est pas blablabla. Combiner les notions de l'université. C'est parti. Il faut l'espace. Moi, dans mon université en Californie, je suis professeur d'électronique et microbiologie. On nous a forcé à combiner. Ça qui m'a donné une vision beaucoup plus globale. Sinon, je ne serais pas ici. J'étais forcé, professeur d'électronique, professeur de microbiologie, dans le même espace. C'est ça qu'on a vu, une vision beaucoup plus globale. L'éducation aujourd'hui est, comment dirais-je encore, compartimentalisée. Ça ne donne pas l'envie. Il faut qu'on commence à voir largement. Ça va dégager l'innovation comme par les jeunes. Ça va commencer à le voir. Quand on voit petit, on travaille petit. Mais quand on voit grand, on développe grand. Voilà, c'est ça concrètement ce qu'on va commencer à faire aujourd'hui. Les espaces d'innovation concrets où il y a les changements de mentalité, la technologie, la production et tout ensemble. Comme ça, petit à petit, on va apprendre à améliorer chaque année. Monitoring, evaluation and learning continuellement pour le faire. C'est ça qu'on va sortir. Donc, professeur, il y a des questions aussi. Bon, vous pouvez aller, professeur Piana. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de questions, mais la première chose, c'est un peu aller dans l'essence dont mon professeur a parlé. Vous savez, les problèmes complexes, on ne peut pas les résoudre de manière sectorielle. Il faut les holos, une approche systémique. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple. D'abord, il faut appuyer les innovations. Mais les innovations doivent aussi s'interconnecter. Par exemple, vous voulez transformer les fruits au village. Mais en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui a fait une innovation pour produire un peu d'énergie. Si vous mettez ces deux personnes ensemble, celui-ci avec son innovation, il apporte de l'énergie. L'autre, avec son innovation, il peut transformer les fruits, ainsi de suite. Souvent, nous ne voulons pas souvent travailler en équipe. C'est ça qui... Donc, parmi les choses qu'il faut faire, il faut que les différents... Pousser d'abord les jeunes, parce qu'on a parlé des jeunes qui ont des innovations, et les pousser à travailler ensemble de façon que l'innovation de celui-ci peut aider l'autre, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on va créer ce genre de communautés pour le développement. Donc, deuxième chose que je voulais dire, pour répondre à la question qui a été posée là-bas, je crois qu'on a parlé d'intégrité. Ça nous manque beaucoup. Souvent, quand on prend les fonctions publiques, on ne se rend pas compte qu'on doit être au service des autres. On veut se servir soi-même. Et ça handicape beaucoup les développements et ça nous empêche de pousser notamment les jeunes à pouvoir expérimenter ce qu'ils ont comme idée dans la tête. Brièvement, il faut vraiment qu'il y ait une intégration des innovations, des nouvelles idées et que l'idée de celui-ci puisse servir à l'autre, et ainsi de suite. Ça fera donc des communautés. Si l'année prochaine, c'est qu'il faudra, moi j'insiste, c'est sur pousser les jeunes à l'innovation, mais aussi à leur dire que toi, ton innovation seule ne suffit pas. Il faut être avec tel autre et tel autre en réseau. Il y a la question sur le programme qu'on copie, le programme d'enseignement. Comment vous voyez ça? Oui, je viens de dire cela. La formation que nous avons aujourd'hui, comme il a dit, vous avez tel département, et chacun réfléchit selon sa formation de base. Moi, j'ai aussi eu la chance d'avoir un master, une formation interdisciplinaire. Ça m'a changé un peu la façon de réfléchir, parce que j'ai étudié avec plusieurs disciplines à la fois. C'est comme ça qu'on pourra savoir comment résoudre les problèmes qui sont plus complexes. La tendance doit être à mettre les gens ensemble pour que là où on ne sait pas trouver la solution, tel autre trouve la solution et vous apprenez de l'autre comment est-ce qu'il réfléchit. Vous pouvez mettre au point un bon produit, mais la population ne l'accepte pas.
Il faut un sociologue, un anthropologue pour pouvoir vous dire que ça ne va pas passer. C'est très bon comme innovation, mais ça ne va pas passer. Donc il faut vraiment cette interaction. Merci. Dr. Catherine. Thank you very much. I would like to start with the first question. What can we do between now and the next edition? I think this kind of forum is a testament that we have pockets of success somewhere. They are just isolated cases, and it's good that fora like this are bringing us in the same space. For me, as a person from a very young university whose niche is agriculture, trust me, by next year I will be telling you how I am partnering with Songhai. Those are real things, and we can learn from amongst ourselves on the continent. There are pockets of success. We just need to know where they are and connect with them. The other one maybe would be to see how to document things like this in a way that even people who are not here can make reference to. For example, do we have a database of all the people who have showcased here, all these innovations that have been spoken about? I think it's important that we are able to package information in such a way that we can make use of it after that. On the second question regarding can somebody, it was I think from Father Wanyonyi, can somebody move from one country and find a job in another country? I think that relates to the idea of transferable skills that I talked about, but maybe to underscore that as Africans, I think we need skills in cultural awareness. How much do I know about DRC? How much does a Kenyan know about Ugandan culture? I read somewhere that I think by 2030, 50% of the jobs in Kenya will require digital skills. So if I think that somebody should be able to move from Uganda to Kenya, do we know that? And is our training in Uganda making them fit for purpose? That being said, within the continent, we have initiatives that we should be taking advantage of to help us achieve these cultural skills, things like language. The Inter-University Council of Eastern Africa, for example, it promotes, staff and student exchanges across the region. So these are things I think that we need to take advantage of. They will help to make us more African, more culturally aware, and more fit for purpose across countries. The third one was on the curriculum. I think that has been elaborated a lot. But I need to emphasize that I think as African elites, we need to have the courage and the honesty to say no to certain things. We all know, for example, what the problem of agriculture on the continent has been. We know the use of synthetic fertilizers and pesticides and how it has eroded our soils. But trust me, every curriculum of agriculture that you see is talking about more of the same. It is not that we do not know these things. We need to have the courage and the honesty to stand up and say, this is not going to work. The last one was on the person who talked about the fact that there is a program on mindset change in Uganda. I agree with you. It's done through what are called patriotism clubs. But this mindset program is about, they say they are getting us to love our country. And I think the question is, why would I not love my country? Can you really teach somebody to love their country in a workshop? To love my country, I'll give an example. When I was coming here, I went to Entebbe Airport. I went to the washroom and I found two ladies who cleaned the toilets. They were so courteous. They greet everybody. They offer you lotion. They wish you a safe travel. That lady right there makes me love my country more than a corrupt official who is taking me to a conference somewhere and teaching me to love the ruling government. That is not the same as loving my country. So I think that is it from me.
I didn't record any other question. Thank you so much. Thank you. I know time is pressing us, and now I'll give the chance to Linda to answer some of the questions, and then we'll wrap it up. Okay. After Linda. Most questions were directed to specific people. The question that maybe was for everyone was, so what can we do different? When we get out of here, what are we saying? How can we come next year and say this is the result of what we have, what we have discussed? Well, the first one is pretty simple. Pick your pens and your paper. You have homework for the conference 2025. Just identify one person that you're going to mentor. It's a simple homework, very simple homework that you're going to mentor and bring up. All right. The second, for me, would be, can we provide tangible solutions? And I think I discussed this with you, with the government. We can blame them all we can, but we are the experts in the room. Has anyone prepared a proposal and presented to the president, even if it is via social media, on how to end unemployment in Kenya? That is the challenge I would like us to come out of here with. That if in the event we want to say that the government is not providing the conducive environment, let us come up with proper proposals that we can present to the government on how we can end unemployment in Kenya. Including, for me, I'm going to put a proposal regarding mentorship, because that is what I've seen, and that is what I have known on how we can end it. So that by the time university, in our schooling, I don't know about other countries, but we have an attachment that runs for 6 months or so. What can happen in 6 months? Very little. Nothing. In fact, 6 months, you're still trying to use the computer systems in the country and understanding, what is happening. But what if we start mentoring someone from high school and track them all the way, and it is part of the curriculum, all the way, even from campus first year, it makes a difference. In our profession, in the law practice, you are better off in your 4th year than you are in your first. You're better off in your 10th than you are in your first. So it makes a huge difference when we start you young and start you early, and yet it is part of the curriculum. So we can make that proposal. Then you have mentored someone. I'm a partner. So if I have mentored you, I've not just mentored you to be a lawyer, I have mentored you to be an entrepreneur, to sign deals, and to actually create a law firm some other day. So let's give those solutions to the government, even from now. Thank you. Oui. On va donner la parole au Père Zamoujo. Mais Linda, j'ai du travail pour vous. Quand on arrive à Nairobi, je vais vous donner des étudiants. On a perdu ça au niveau du stupide système éducatif qui apprend seulement la tête. Après, il n'y a plus rien. La tête, le bras et le cœur, c'est ça l'espace de mentorat. Mais maintenant, la question. J'ai prié qu'on me pose cette question. Et comment j'ai commencé? J'ai commencé un jeune professeur. Avec mes salaires de l'Université de Californie, j'ai demandé à l'ordre dominicain de me laisser une année mon salaire. Parce que j'allais en Afrique où il n'y a pas, je n'ai pas de financement, on ne me connaît pas, je ne suis pas agronome. Je suis seulement professeur d'électronique et biologie. Personne ne me faisait confiance. Mais j'ai parti en Afrique avec ma passion pour l'Afrique, avec mon cœur pour l'Afrique. Donc, première chose, donc j'ai demandé à mon père, mais l'héritage, donne-moi ça aujourd'hui. J'ai parti avec mon héritage, j'ai pris le risque. Et l'argent que j'ai gagné atterrit en Afrique, c'est tout. Premier conteneur était perdu. J'ai encore récupéré ça. Pour vrai. Donc, j'ai commencé avec ça. Comme ce n'est pas fait la formation, et les gens te donnent l'argent et tu demandes aux enfants de trouver l'emploi. Songa, c'est des rares organisations non gouvernementales qui s'autofinancent jusqu'à 98% aujourd'hui. Même pendant le Covid, on avait une croissance de 8% pendant le Covid. Pas de francs du gouvernement, pas du tout.
Ça fait de ma famille les amis en Californie. Et deuxièmement, Songhai a 5 premiers, deuxième, troisième. Songhai, c'est un centre de production. L'économie de communion, on crée la richesse. On investit ça pour continuer. C'est ça, n'est pas économie de communion. Communion de bien, c'est-à-dire solidarité, tout partage. Mais économie de communion, c'est-à-dire nous, on crée la richesse à cause de notre fonds productif. On renverse les bénéfices pour que ça continue à grandir. On appelle ça économie séculaire, économie de communion. C'est ça que j'ai amené. Donc, Songhai, mon frère, je vais vous répondre maintenant. C'est le Songhai lui-même qui s'autofinance jusqu'à 80%. Avec les amis. Rare. Quand j'ai commencé, la communauté européenne m'a donné l'argent, comme je ne me souviens pas. Elle a dit, voilà, on crée la compétence, il faut qu'on vous envoie les techniciens européens parce que les niveaux de compétence, j'ai dit, le lendemain, c'était à cette époque 200 000 euros. J'ai renvoyé ça le lendemain. Ils ont dit, oh, l'adresse du compte, est-ce que ça... J'ai dit, non, c'était tombé dans mon compte, mais je ne suis pas une prostituée. Songhai existe aujourd'hui. Grâce à ça. J'ai fait le gouvernement du Bénin pour faire un décret pour que les ONG ne sont pas les mendiants. Les ONG pour développer les fonds dans les activités et réinvestir ça pour vous qui ne partagent pas avec les actionnaires. Donc voilà, j'ai prié. Voilà pourquoi j'ai prié. Il faut compter sur ce qui est important dans le projet. L'argent important, ce n'est pas le plus important. Même la terre est importante. Le plus important, c'est toi et moi. Mais quel type de toi? C'est quel intérieur pour voir les possibilités, le canaliser, réinvestir ça pour créer la richesse et les services. C'est ça que nous faisons. Donc voilà, c'est ma réponse. Merci bien. Merci. On acclame ce panel. Je suis très reconnaissant pour le partage, l'expérience que vous avez partagée. Je ne vais pas ajouter d'autres choses, sinon je vais garder tout ce que vous avez dit. Donc nous allons nous arrêter ici et je vous demande une fois encore d'applaudir nos experts qui ont partagé avec nous leur expérience. Merci.